Bien, bonjour à tous. Désolé pour ce petit retard et ce petit réglage technique. Bienvenue pour notre édition sur de la Power 365. Notre première, c'est la quatrième Power 365, mais pour nous, c'est la première. On est sur Vie. On est heureux de vous accueillir pour notre sujet. Avant d'aller, on va faire avancer les petites slides. Voilà, on va déjà se présenter. Donc, je vais commencer par me présenter, puis je laisserai après à Johan se présenter. Donc, moi, je suis Olivier Duterre. Je fais de la transformation digitale depuis quelques bonnes dizaines d'années, voire un petit peu plus. Mon plaisir, c'est d'aider les métiers à trouver des solutions dans leur quotidien. Et les solutions, elles ne sont pas toujours techniques, elles sont souvent humaines parce que ce qui est important dans un projet de transformation, c'est l'humain, c'est pas forcément la technique. Donc, j'ai plein de petites certifications que je me suis amusé à passer parce que voilà, j'aime bien être challengé, j'aime bien toujours aller de l'avant et de trouver un peu des choses. Et pas forcément de technique parce que je trouve que la collaboration aussi, c'est très intéressant pour travailler ensemble. Et c'est pour ça que j'ai passé une petite certification Klaxoon. Voilà, on va arrêter de parler de moi et je vais laisser un peu la parole à Johan. Bonjour à tous, Johan Carandic, fondateur de Solutions Vie. Donc je vous ai mis une petite certif qui est celle de MCT qui me tient à cœur puisque c'est ma certif qui permet de délivrer des formations dans le cadre de cursus de formation Microsoft. Donc une certif que j'ai depuis presque 20 ans. 20 ans, c'est aussi à peu près 22 ans même, c'est le temps sur lequel je travaille en fait sur SharePoint, donc toutes les problématiques de gestion documentaire, gestion de l'information, c'est quelque chose que je maîtrise sur le bout des doigts. Et finalement, la complexité n'est pas la technique, la complexité c'est comment faire adhérer les gens en fait sur l'utilisation des solutions. C'est là où il y a vraiment le pain point principal lorsqu'on met en place une solution technique finalement. Voilà. Et après, on a mis de toute façon nos QR codes si vous voulez nous rajouter comme copains sur LinkedIn. On aime bien les copains. Voilà. Donc, on partage pas mal de choses. Vous allez voir, c'est assez fun. Souvent, on a une com un peu décalée, bien que nos posts restent très sérieux et très accessibles. On va commencer par les sponsors, qui sans eux, le Power 365 ne serait pas là. Donc, les sponsors coup de cœur et gold qui ont été présentés lors de la keynote, et les deuxièmes sponsors, les premiums, ceux qu'on aime encore plus, parce qu'on est dedans. C'est pour ça qu'on les aime bien. Qui sont... voilà, la liste est sous vos yeux. Notre sujet du jour, on voulait parler dans la Power 35, le rôle et la posture du manager dans la transformation digitale. Parce que transformation digitale, on pense souvent que c'est un changement d'outil. Or, si on se limite à un changement d'outil, on va se rendre compte très rapidement que ça ne va pas forcément bien marcher. Donc pour ça, on a voulu donner la parole à différentes personnes, dont deux sont ici en présentiel, qu'on va vous présenter dans quelques instants, et une personne qui est en distanciel, que je vais te laisser le soin de présenter, le temps que je... Hop. Ah oui, je vous donne l'agenda. Voilà, les 3 postes. Donc l'introduction qu'on est en train de faire. L'interview, qui est le retour d'expérience de nos clients, et puis bien sûr, ce qui est important, c'est pas simplement d'entendre notre bonne parole, mais c'est aussi d'entendre votre vision des choses, et on vous donnera la parole à la fin, en attendant vos questions, et on fera aussi un petit sondage sur ce sujet. Hop, je te laisse. Donc, on va parler de notre première personne. Oui, alors on a nos deux intervenants, puisqu'on a un format table ronde, donc ce sont surtout du retour d'expérience, et on ne va pas vous passer des slides à rallonge sur la définition du rôle ou de la posture du manager, ou de qu'est-ce qu'une transformation digitale. Ici, notre volonté est vraiment d'avoir du retour d'expérience, et on a une consultante qui s'appelle Lucie, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle est indisponible, mais elle nous a laissé un petit message qui va être très instructif. Donc je te laisse... C'est bon ? Oui. Hop. Et on va lancer la petite vidéo de Lucie, parce qu'on trouvait que ça, en termes de... Petit souci. Voilà, Vous voyez, on n'est pas technique. Voilà, on va... Kevin, un coup de main. C'est bon, tu arrives ? Ça devrait être bon.
Voilà. Je pense que vous avez compris, c'est un peu une caricature du rôle du manager que vous voulez introduire, et un peu des transformations qui s'opèrent en ce moment dans les entreprises qui ne sont pas spécialement accompagnées du point de vue des managers. Et on remercie Lucie Carbone nous a permis en fait de diffuser cette vidéo, et qui tombait à point nommé en plus. Je te laisse continuer. On va accueillir nos deux invités. On va accueillir. Donc, on va accueillir Ludovic Sauvage de la société Le Safre. Et je te laisse présenter notre deuxième invité. Et on aura donc Jérôme de la société Thales 6 GTS. Que Thales, c'est plus court. Ouais, d'accord. Que Thales. Ouais. Si tu veux... Après, oui, voilà. Non, mais je te laisse faire. Ouais, on va commencer par Ludo, on va le passer sur le grille, je crois. D'accord, on va commencer par toi, Ludo. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent. En termes de transformation digitale, par rapport à ce qu'on vient de voir, avant d'aller dans le vif du sujet, tu peux expliquer un peu quelle est ta mission chez Le Safre. Alors, Le Safre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise industrielle lilloise qui produit des levures et des micro-organismes. On est 12 000 collaborateurs et on est présent dans à peu près 70 pays. Et donc moi je suis arrivé chez Le Safre en 2015, un peu par hasard sur un sujet de transformation digitale justement. J'étais freelance à l'époque et j'ai passé 3 ans sur des missions, projets liés au digital dans plusieurs départements et j'ai intégré le Safre en 2018. D'abord sur un poste de digitalisation de la fonction RH au sein de la DRH Group. Et en 2020, j'ai basculé sur un poste de coordination digitale liée aux nouvelles technologies pour accompagner et incentiver les initiatives digitales du groupe. Et depuis 3 jours, je vais changer de poste. Ouais. Je suis manager de la transformation digitale et data, dédié à la direction des opérations. Donc, en gros, piloter la digitalisation de l'industrie, de la supply et de plusieurs autres services. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Du sujet de la transformation. Sujet qu'on vient de voir là, qui est un petit peu décalé du côté de ce qu'a présenté Lucie. Quand on parle de transformation digitale dans une entreprise, par rapport à ce qu'on vient de voir avec Lucie, est-ce que cette posture de manager, d'être ce nouveau coach, c'est quelque chose qui s'oriente comme ça ou c'est vraiment un peu différent dans ta vision du quotidien? Alors, il y a des postures. Forcément, tous les managers ne réagissent pas de la même façon. Il y a obligatoirement un besoin de transformer la façon d'aborder ses équipes quand on est manager. On doit les accompagner. On n'est pas forcément exemplaire. Le but, c'est pas d'être le meilleur dans le digital quand on est manager par rapport à ses équipes. On a même souvent d'ailleurs l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des petits jeunes qui arrivent et qui sont super forts et aguerris aux outils digitaux plus que les managers potentiellement. Et donc, il y a une posture à avoir un peu différente pour les managers. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une obligation de transformation. Et donc, le manager doit à la fois incarner cette transformation et l'accompagner. Et puis, aider les collaborateurs qui sont en difficulté potentiellement. Mais tu parles d'obligation de l'entreprise de se transformer, mais on parle de modernisation de l'outil de production, ou on parle vraiment d'une transformation intrinsèque dans l'entreprise? Alors, j'aime pas parler de modernisation parce que finalement ça veut dire qu'avant c'était ringard. C'est forcément le cas. Le monde change et il change de plus en plus vite, de plus en plus violemment. Donc forcément, il n'y a pas qu'une transformation, il y en a maintenant une tous les 3 mois. Et donc forcément, c'est pas qu'une modernisation avec des outils. On n'est pas sur le nouvel iPhone ou le nouvel éditeur de start-up qui fait une super solution. Pour moi, la transformation, elle est constante et elle n'est pas en train d'ajouter quelque chose de plus moderne. Elle est en train d'embrasser un contexte environnemental, géopolitique, technologique qui vient forcément changer nos modes de collaboration. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Oui. Et la place de l'humain dans tout ça, dans cette transformation, parce que tu nuances bien le côté modernisation et transformation. Il y a transformation si l'humain, on l'accompagne dans cette transformation. Les transfos, c'est un changement. Et les changements, ça peut faire mal. En tout cas, ça nous fait changer, donc c'est dur. Et donc, forcément, l'humain est impacté. Comme quand on met un projet en place, un projet c'est une zone de stress pour tout le monde. Et donc comment
on accompagne ça forcément en écoutant les gens, en ayant de l'empathie pour les personnes qui sont amenées à se transformer quand on est du côté transformateur. Et donc, obligatoirement, l'humain doit être embarqué. On ne met pas un projet en place sans avoir une dimension de change obligatoire qui commence avant le projet. Et on n'a pas le change management sur une digitalisation commence bien avant le projet lui-même, en communiquant, en expliquant, en accompagnant les utilisateurs. Et donc forcément, on doit intégrer des rôles de l'organisation dans cette transformation. Donc le manager, le top management doit être aussi embarqué forcément en tant que sponsor. Les RH, les externes qui peuvent nous aider aussi parfois sur le sujet de la transformation. Mais tu nous as rappelé que le SAF fait plus d'une dizaine de milliers de salariés répartis partout dans le monde. Du coup, tu peux pas opérer en fait une transformation en mode Big Bang dans l'entreprise. Donc, tu es obligé un peu d'étaler un peu cette transformation. Oui, alors, je sais que c'est le désir de pas mal de dirigeants de faire ça en claquant des doigts. Et du coup, comment vous avez opéré en fait chez le SAF pour que justement cette transformation puisse se faire? Est-ce que vous avez identifié qu'il y a des capacités plus faciles en fait à transformer dans certaines divisions ou pas et d'autres? Ouais, alors c'est toujours un sujet complexe dans les grosses boîtes. Il y a forcément une impulsion qui est descendue du top management. On vient expliquer pourquoi on se transforme, comment on va se transformer, et on pose une vision, une stratégie. Mais ensuite, c'est forcément répliqué localement parce qu'il faut qu'il y ait une proximité aussi de ceux qui transforment et de ceux qui vont être cibles, en tout cas, ou parfois victimes ou acteurs de la transformation. Victimes, oui. Et donc forcément, il y a une proximité à avoir. On n'intervient pas d'un point de vue transformation digitale de la même façon entre 70 pays au global et notre équipe de 10 personnes qui est autour de nous. Donc forcément, il y a des rôles différents à avoir, des méthodes à avoir. Et donc, nous, on a choisi aussi forcément la proximité. Donc, on a des personnes qui sont vraiment dédiées à ça, en proximité, à l'IT notamment, mais aussi en externe avec Solutions de Vie, où on a des personnes qui sont vraiment localisées sur site, aux endroits des utilisateurs pour pouvoir les aider. Mais c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que la transfo, c'est finalement un double enjeu. Il y a une stratégie qui est mise en place par le management et en même temps, on vient accompagner les utilisateurs au quotidien. Et donc, du coup, comment le SAF mesure la réussite de sa transformation? Parce qu'à un moment donné, c'est une transformation, c'est pas à fond perdu, quoi. Enfin, c'est pas un projet sur lequel on investit en temps et en argent. Alors, on peut mesurer l'accompagnement par le temps qu'on y passe. On peut mesurer la satisfaction des collaborateurs. On peut aussi mesurer des taux d'engagement sur des outils. Ça, c'est possible. Après, il ne faut pas non plus voir on n'a pas gagné, c'est-à-dire que la transfo a commencé, se terminera jamais, donc c'est pas un projet, une transformation. C'est quelque chose qu'on ajoute à la vie quotidienne. C'est un long chemin et effectivement, donc, on n'arrivera jamais à dire on a gagné, on a réussi notre transformation. On a réussi une partie de la transformation sur tel moment ou sur tel endroit. Par contre, on ne s'arrêtera jamais. Donc forcément, c'est aussi une remise en question quotidienne, ou en tout cas régulière, pour savoir quelles sont les prochaines étapes et comment on va embarquer les utilisateurs sur ces nouvelles transformations. Bien, merci Ludovic pour ton retour d'expérience. Ta disponibilité. Ta disponibilité. Alors, faut savoir que tu fais ça aussi sur ton temps libre. Presque. En plus. On l'a pas payé pour venir. Ouais. Voilà. Donc Jérôme, si tu veux bien nous faire l'honneur de ta... toi non plus. Hein. Donc on va commencer simplement comme avec Ludovic, hein, Oui. Jérôme, parce que on se connaît depuis très longtemps. Du coup, explique-moi qui tu es et ce que tu fais finalement chez Thales simplement. Moi, je suis manager chez Thales. Thales, peut-être pour resituer, entreprise spécialisée dans la sécurité, avec une partie dans la défense. On doit être à peu près 90 000 aujourd'hui, dont la moitié en France. On est découpé par plein de sociétés, l'organisation est très compliquée.
Donc moi, je suis manager depuis à peu près 15 ans chez Thales. Je gère une équipe où on fournit ce qu'on appelle des solutions logicielles d'opération. Ça signifie qu'on ne fournit pas des logiciels style backup, antivirus, etc. On fournit des logiciels pour les métiers. Gestion de ticketing, de supervision, de maintenance, de supply chain. Je fais ça depuis un peu moins de 20 ans. Et aujourd'hui, l'équipe, c'est presque 50 personnes réparties sur 3 sites entre la France et la Roumanie. Donc on est multi-sites, multi-langues, multiculture. Même s'il y en a plein qui me disent « Ouais, mais les Roumains, c'est l'Europe, c'est pareil ». Non, c'est pas tout à fait pareil, on n'a pas tout à fait la même façon de penser. Donc on a du multiculturel. Et donc ça, c'est une de mes casquettes. Et puis j'ai aussi une autre casquette, je suis responsable d'une offre de services en SaaS, en interne Thales. Donc on conçoit des solutions qu'on met à disposition pour des clients internes, que l'on vend, c'est sous forme d'abonnement. Donc dans cette axe-là, dans ce cadre-là, j'ai toutes les casquettes, on a toutes les casquettes dans l'équipe, entre la définition de la stratégie, l'identification du besoin, le développement, la mise en service, l'exploitation, le pilotage par les SLA. Donc une partie de l'équipe bosse sur des projets, et puis une autre partie de l'équipe bosse sur l'offre de service, pour faire ça. D'accord. Et donc, ouais, en fin de compte, tu es multi-site et multi-service en même temps. Pourquoi c'est important pour les entreprises de se transformer aujourd'hui et comment ça se réalise au quotidien avec les équipes? Alors là, il y a un point qui est particulier, c'est que en général, transfo, on pense tout de suite transfo digital, alors que la transfo, c'est juste une autre manière de faire. Ça peut toucher le logiciel, forcément. Ça peut toucher l'organisation. Parfois, on a juste un changement d'organisation de la société et c'est un projet de transfo. Et puis, on va avoir aussi des process. Et puis, dans certains cas, on va avoir des projets qui vont toucher aux 3 axes. La transfo, c'est nécessaire parce que même si vous imaginez la meilleure organisation, les meilleurs process avec les meilleurs softs pour le faire, ça répond à une problématique à l'instant T. Et le monde change de l'extérieur, les problématiques, les enjeux de nos clients vont changer, donc ça signifie qu'il va y avoir d'autres challenges à réaliser et donc il va falloir se réadapter. Et puis ça change aussi parce qu'en interne, un process qui n'évolue pas, alors sauf si vous faites travail à la chaîne, peut-être que ça marche, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais avec des profils du type études supérieures, cadre, et ben, le process, au fur et à mesure, il s'abîme. Il est de moins en moins efficace, parce qu'il y a une lassitude, parce que les gens vont faire différemment. Et puis, dans certains cas, ça peut aussi y avoir des problématiques de recrutement. Nous, on a eu le cas chez nous, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a embauché des jeunes, ils ont vu comment on bossait sur certains projets chez Thales, ils ont posé leur dame 15 jours après, sans autre job, en disant « je trouverai autre chose, mais pas chez vous ». Donc la transfo, c'est une manière de se dire on reste en vie. Comme disaient mes anciens directeurs, si ça bouge pas, c'est que c'est mort. C'est assez évident, effectivement. Ça est pas mal, ça. Ouais, je connais Patrick. Je connais bien, tu vois, Patrick. Oui, c'est vrai, Patrick. Donc, du coup, on t'a dû identifier des acteurs clés de la transformation. Et du coup, ces acteurs, comment on les engage dans cette culture de la transformation? Alors, les acteurs clés, ils sont nombreux. Déjà, comme le disait Ludovic, il y a la direction. Là-dessus, la direction, pour moi, et puis ce qui est écrit aussi dans la littérature sur le sujet, doit définir la vision. Où on doit aller durant les prochaines années. Donc, par exemple, c'est développer des nouvelles parts de marché, c'est sortir une nouvelle fonctionnalité avant un concurrent, c'est augmenter notre compétitivité en baissant des coûts de réalisation. Donc, il y a avoir une direction, une vision qui est proposée par la direction, qui peut être assez grosse maille, qui doit donner un cap pour pouvoir engager le reste de l'entreprise. Et ça peut être soit pour des fonctionnements internes, soit par rapport au marché, soit pour les besoins des clients. Ensuite, il faut que cette vision soit déclinée dans la société, en fonction de sa taille, vers les managers. Et les managers doivent se approprier cette vision pour pouvoir la décliner dans leur contexte. Et idéalement, il y a ce qu'on appelle créer un sentiment d'urgence. Quand vous parlez des collaborateurs, là, il faut baisser de 20% le coût d'exploitation IT. D'accord, mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on vire 20% des gens?
Ça peut être par des éléments plus simples. Il faut qu'on puisse restaurer plus vite des backups. Il faut qu'on ait un meilleur niveau de performance. Il faut qu'on augmente le nombre de clients qui vont aller transformer leur commande, leur panier en commande. Et au fur et à mesure où vous vous rapprochez des équipes, il faut que cette vision d'urgence leur parle. Parce qu'autrement, si ça leur parle pas, ils vont dire, regarde, il y a encore les chefs qui ont sorti un grand plan. Je sais pas à quoi ça sert, on en a un nouveau tous les 5 ans. Et ça me concerne pas. Donc le but des managers, donc de la direction jusqu'au manager de proximité, c'est de décliner la vision et d'arriver à créer un peu le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, c'est se dire, si je ne fais rien, il va se passer quelque chose qui ne va pas aller et qui va me toucher. Ça peut être moins de parts de marché, risque pour l'emploi, moins de parts variables, peu importe. Ensuite, il y a un jeu un peu complexe où là le manager est clé, c'est de savoir où on est et où on peut aller. Et donc c'est quelque chose qu'il doit mettre en place avec ses collègues de proximité, c'est-à-dire sa direction proche, mais aussi ses collaborateurs. Donc c'est savoir où on est et quel est le prochain pas. Parce que le plus compliqué, ça va être le premier pas. Il y a vraiment ce côté, le plus compliqué, c'est de se lever de la chaise et de faire un pas, et puis une fois qu'on est debout, on peut marcher assez longtemps. Donc c'est lancer la transfo, et il faut que l'idée, idéalement de base, vienne des collaborateurs, ou au moins, sans parler de manipulation, qu'ils aient l'impression que ça vienne d'eux. Ça signifie que si vous leur imposez une idée, ils n'en voudront pas. Il faut qu'ils se disent, tiens, dans le cadre de ce qu'on va faire, nous on voit bien améliorer ça, peut-être que c'est pas le sujet que le manager avait imaginé en premier, mais si l'équipe elle est intéressée pour commencer par ça, allons-y. En privilégiant ce qui prend peu de temps et ce qui peut avoir du résultat très vite. Si l'idée c'est il faut changer de RP, c'est un petit peu compliqué pour avoir des résultats rapidement, mais ça peut être tiens, ce truc-là on peut l'automatiser, tiens, si on changeait notre organisation, même dans certains cas, ça peut être tiens, si on faisait des réunions de ce type-là plutôt que celle-là, plutôt qu'on soit 20 à chaque fois, peu importe, c'est initier un changement qu'on va pouvoir réaliser vite et dont on va pouvoir partager les résultats avec l'équipe assez rapidement. Peut-être qu'on est encore loin de la vision de la direction, mais là, on a initié un changement, et l'équipe a vu qu'en 2 semaines, 1 mois, 3 mois, il y a eu un résultat sur lequel il faut en parler franchement. Ça, c'est aussi un point important. Si vous voulez engager les équipes, si, quand à l'issue du premier sujet de transfo, ça s'est mal passé, que tout le monde le sait, et que vous affichez des super slides en disant c'était parfait, les gens, vous les avez perdus, ils vous suivront plus nulle part. Donc, pour que l'engagement tienne, il faut vraiment faire une rétro honnête avec les gens et puis directement amorcer le prochain pas. Et dès qu'il y a cet élan on peut se questionner, changer, faire des choses différemment, on peut proposer des idées, elles sont écoutées, là l'équipe va prendre le pli de changer plus facilement. Oui, ce que tu es en train d'expliquer, en fin de compte, ce qui est important, c'est de réussir à avoir l'adhésion de son équipe dans ce projet de transformation. Le manager, il est entre une vision de la direction et derrière une équipe qu'il va falloir fédérer, adhérer à ton projet. Mais ça marche à tous les coups. Qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas ? Comment tu le vis ? Si on peut parler de ton retour d'expérience, ou comment tu te perçois ? L'important, alors, quand ça fonctionne pas, il faut pas s'en inquiéter. Par contre, ce qui est important, c'est pas grave d'échouer. Ce qu'il faut, c'est échouer vite. Si je reprends une manière d'organiser les projets, quand vous lancez un projet de transfo, vous avez une problématique. Vous avez une problématique à l'identifier, vous voulez travailler dessus. Il faut constituer très vite la bonne équipe. La bonne équipe, déjà, ça va être des key users qui vont être le plus impactés demain par ce changement. Combien de fois on m'a demandé il y a des managers qui ont écrit des specs sur un post-it et qui me demandent de développer pour l'imposer à 50 personnes ou 100 personnes derrière. C'est l'échec assuré. Donc avoir accès... Ça, on parle de vécu, là. Avoir accès aux key users pour pouvoir constituer avec eux leurs besoins de demain, même si le manager, il peut être là pour nous expliquer les enjeux de business qu'il a derrière. Mais au final, l'opérateur qui déballe ses cartons, qui doit les scanner, etc., pour avoir la solution la plus ergonomique, il faut qu'on comprenne son process au quotidien. Et puis, il n'a peut-être pas envie d'une tablette d'un écrit, s'il a les mains prises. Après, on est sur du hardware, mais il y a des systèmes qu'on met sur les mains qui sont beaucoup plus efficaces. Et c'est en discutant avec les gens qui font qu'on va savoir. Donc, c'est avoir l'équipe avec toutes les bonnes personnes.
Les key users, on y pense en général, on y pense de plus en plus, l'agilité nous le rappelle. Par contre, on pense rarement à toutes les équipes qui sont connexes au process, qui va t'impacter. On pense jamais à l'IT. Comment ça, on a mis un nouveau soft hier en prod, j'ai un client qui m'a appelé, il me pose des questions, j'ai pas l'outil dans la CMDB, si ça vous parle, j'ai pas l'outil dans la solution de ticketing, j'ai pas de base de connaissances, il n'est pas backupé, on fait quoi du soft? Donc quand on veut réussir sa mise en service, il faut absolument penser à tous les acteurs qui vont être impliqués. Et puis surtout, à la fin, quand on a réussi ou pas sa mise en service, sa conduite du changement, je parle plus longtemps de la conduite du changement, et il est important de faire une rétro honnête avec tous les gens pour dire la prochaine fois, ça se passera mieux parce qu'on a écouté ce que vous avez à nous dire. Peut-être aussi sur la problématique de ça se passe bien ou pas bien, dans la conduite du changement, il y a ce côté, vous avez monté la meilleure équipe. Vous avez les key users les plus moteurs, des super idées, super architectes, développeurs, c'est un projet de transformation digitale, vous avez le meilleur soft. Maintenant, il faut le mettre dans la vraie vie, face aux vrais gens qui vont s'en servir. C'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Si vous l'échouez, vous avez beau faire le meilleur soft du monde, votre soft ne sera pas utilisé. J'ai plus le nom de la société, j'ai pas retrouvé dans mes notes, mais j'avais en formation l'explication d'une boîte qui avait sorti un outil de caisse, ils ont fait un rollback au bout de 48 heures, parce que les gens ont dit je ne bosserai pas avec l'outil de caisse, dans tous les magasins. Vous imaginez l'ampleur du projet et de l'échec. Donc la conduite du changement, c'est se reposer la question de toutes les personnes qui sont concernées par le projet, les utilisateurs, directs, indirects, les managers, l'IT qui va opérer et je ne sais qui d'autre, et leur amener la bonne information avant la mise en service. Donc là, il faut communiquer. Communiquer, vous avez le choix, vous pouvez faire du mailing, de la formation, des petits déj avec de l'accueil, vous pouvez faire des présentations du produit à distance. Moi, mon expérience, c'est qu'il faut tout faire. Si vous êtes sur un petit comité, vous savez, 20, 30, 50 personnes, vous pouvez sélectionner. Dès que vous avez atteint un trop grand nombre de personnes, vous devez communiquer dans tous les axes, parce que vous n'êtes pas capable de savoir comment chaque personne va capter l'information. L'enjeu, c'est de passer du quoi encore un nouveau soft qui ne va pas marcher, on parle du digital, à vous avez vu le nouveau soft qui va sortir la semaine prochaine, j'ai trop hâte de l'avoir. On passe d'une stratégie qu'on connaît, enfin d'une vie qu'on a tous connue, je pense, à la stratégie que veut absolument avoir Apple, qui est l'effet de buzz, j'ai une nouvelle fonctionnalité. Et ça, on peut se dire soit c'est inaccessible, soit on se dit on y travaille pour y arriver. Mais je pense que se donner ça comme objectif, ça fait que là, il n'y a pas très longtemps, on a mis en service une nouvelle solution. Et alors je ne sais plus combien d'ateliers, on a fait peut-être une vingtaine d'ateliers avant mise en service pour communiquer. On a écrit de la doc, on a fait des vidéos, on a accueilli des gens. Et une fois qu'on a fait la mise en service, il y avait 3 sessions par jour pour répondre aux questions à ceux qui auraient été bloqués. Résultat, on a eu un taux d'adhésion super fort parce qu'on a donné du temps aux opérationnels pour démarrer. Après, sur les très grands projets comme un changement de système de caisse, j'ai pas forcément de solution magique. J'ai jamais fait un truc aussi haut niveau. Ce que je pourrais dire, ce qui marche bien pour nous, pour ce qui est sensible, ce qui va plutôt faire du Big Bang, on reprend ce que fait des grandes boîtes comme Apple, Google et Co. On fait des échantillons d'essais sur un petit groupe de personnes qui ont des profils en général qui aiment les nouvelles techno. Et on mesure ce qui se passe. Donc on fait, on met en place notre produit, il est utilisé que par 3 personnes à mi-temps, et on regarde. Si ça marche, il passe à plein temps. Puis comme en général, on a choisi des personnes qui sont un peu charismatiques, on les laisse parler dans les couloirs, et eux, ils nous font de la pub. Ah, j'ai essayé le nouveau soft, je vais plus vite, il y a ça qui est super bien. Et là, c'est eux qui nous font notre pub. Et donc, parfois, il y a des gens qui nous demandent, je peux l'avoir moi aussi? Oui, tiens, on va te mettre en early user. Et là-dessus, on est vraiment, si vous voulez vous inspirer, vous regardez ce que font les grandes boîtes de l'IT, à la Apple. Et après, il y a nos stratégies, la stratégie Amazon, qui est plutôt des mises à jour très fines, tous les jours. Moi, ça, je ne sais pas le faire. On n'a pas les bons processus agiles pour dire, tiens, on fait des mises en prod toutes les semaines ou tous les 15 jours de petites évolutions, et ça passe de manière invisible, et on a anticipé les comportements du UX des gens. Je suis pas organisé pour, mais il y en a qui le font.
Merci Jérôme pour ce Merci, Jérôme. témoignage complet. Ouais. Je peux encore en parler. Hein. Ouais, on va Voilà. peut-être penser. On pourra boire un café après. Euh, donc du coup, est-ce que les gens dans l'assistance ont déjà des questions à poser à nos intervenants? Enfin, il y a peut-être je pense qu'ils ont été assez complets. De toute façon, on est là pour répondre et échanger si vous avez envie. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'assistance veut poser une question, non? Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est, vous en parliez tout à l'heure, c'est des contextes qui nous forcent à changer assez rapidement, de plus en plus à s'adapter, à changer. La dynamique d'il y a 10-15 ans à celle d'aujourd'hui, c'est que le changement, en fait, il arrive quand même, alors oui, plus vite, mais c'est très rapide, en fait. On demande, en fait, aux équipes de plus en plus à se dire un projet a une durée de vie de 3 mois, il faut que dans 3 mois ça fonctionne, parce qu'on sait que dans 3 mois on a des nouvelles perspectives et il y a un nouveau changement. Ce qui est compliqué, c'est aujourd'hui sur des collaborateurs, j'ai aussi un rôle de management dans l'accompagnement de la transformation digitale dans la santé, donc chez Malakoff Humanis. Ce qui se passe, c'est que le temps d'adaptation après des gens au nouveau process, ils n'ont même pas le temps de s'adapter, que déjà les nouvelles directives arrivent, qu'il y a des nouveaux projets. Et c'est en plus de l'accompagnement, c'est comment mettre les gens dans une dynamique d'agilité sur des process qui ne sont pas agiles. Et ça, c'est vraiment le point très dur, je trouve, aujourd'hui, pour faire adhérer en permanence les gens. Et les gens, ils ne sont pas tous adeptes de changer tout le temps. Ouais, là-dessus, il faut vraiment comprendre le public qui est concerné, quel est son mindset. Est-ce qu'on a des technophiles qui sont prêts à tout changer tout le temps? Et même ceux-là, moi, j'ai remarqué qu'ils en ont marre à un moment du changement. Il y a vraiment un côté, pour moi, c'est l'élégance du changement. Ça veut dire que forcément, des gens qui n'ont jamais changé, au début, il faut mettre beaucoup de choses en place pour arriver à initier le changement. Mais une fois que les gens sont habitués, ça doit passer tout seul. Et donc là, si on fait ça dépend si on est sur un éditeur, si on est sur du développement, mais la conception fonctionnelle, la présence du X, une de leurs missions, c'est que la mise en service doit être en douceur. Ça veut dire que les gens doivent se dire « Ah bah tiens, j'ai de nouvelles fonctionnalités ». Et ça, encore une fois, c'est compliqué parce qu'on n'est pas câblé comme les GAFA, mais il faut faire ça comme objectif. Et aujourd'hui, il y a quand même des sujets, on arrive, sur les traitements de données, on a enrichi tel système de rapport, il y a ça en plus, on leur envoie une vidéo qui dure 30 secondes, qui leur dit il y a ça, ça, ça. Les gens s'en servent déjà, ils ne sont pas obligés d'utiliser tout de suite la nouvelle fonctionnalité, mais les managers vont leur demander des infos sous ces chiffres. Et puis ça passe tout seul, parce qu'ils savent déjà utiliser la solution technique. Ou à l'inverse, quand on est passé des dashboards développés en web à Power BI, pour toute une partie d'utilisateurs, c'était le choc. On n'est pas allé trop loin dans l'usage de Power BI, parce que les utilisateurs ne comprenaient pas ce qu'elle faisait. Donc pour moi, il faut travailler l'élégance, que ça passe tout seul. Ouais, il faut donner envie. En fait, certains ne se rendent même pas compte qu'ils finalement ils viennent chercher de la transfo au plus vite. Et parce qu'on leur met des outils qui sont intéressants pour eux et qui les aident au quotidien. Imposer la transfo, ça ne marche jamais, c'est sûr. Par contre, plus on arrive à donner envie, à venir tout seul et venir d'eux-mêmes, en fait, ils vont venir eux-mêmes chercher les outils pour se transformer eux-mêmes. Alors après, effectivement, ça va être de plus en plus vite. Et est-ce qu'à un moment, l'humain va réussir à tenir des transformations à une vitesse extrême? Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut même pas le prédire, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça reste aussi serein. Même si ça va vite, ça peut être serein aussi, parce qu'on ne va pas tout changer. On ne change pas en même temps. On a aussi le cerveau qui permet d'assimiler les choses. Quoi. Donc on voit à partir des témoignages et de nous ce qu'on conçoit, ce qu'on comprend chez nos clients, la grande difficulté, c'est instaurer une culture du changement en fait. C'est vraiment, on parle de culture et plutôt que de méthode. C'est comme disait Jérôme, le premier pas c'est le plus compliqué. Après, il faut entretenir. C'est pas parce que le truc il marche une fois que ça marchera tout le temps. Il faut l'entretenir et le travailler au fil du temps. Et on en revient un peu sur la posture du manager. Enfin, le manager peut pas tout faire aussi dans l'entreprise. Il faut qu'il soit accompagné. Il faut qu'il ait des aides extérieures, mais il faut qu'il soit aussi accompagné en interne. Il ne faut pas avoir un manager qui soit tout seul, en silo, dans son équipe de production. Il faut qu'il soit accompagné par les services RH, parce qu'on a souvent des gaps de compétences
compétences aussi dans les équipes. Hein. Je prends souvent comme exemple le CV de quelqu'un qui postule dans n'importe quelle entreprise qui met comme compétence « je sais utiliser un traitement de texte ». Pour moi, ça veut dire « je sais utiliser Notepad ». D'accord ? On ne sait pas utiliser Word encore. Donc, voici le cap en fait, technologique qu'on peut avoir en fait, pour un utilisateur. Donc dans la posture du manager, il faut surtout qu'il fasse attention à ses collaborateurs, mais aussi qu'il soit aidé et accompagné, et qu'il aille lui aussi chercher, parce que lui aussi doit changer dans sa façon de travailler avec ses collaborateurs et travailler avec ses collègues de travail. Voilà, on avait sondage une petite... qui était un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, tout le monde connaît l'histoire de l'œuf et de la poule. Et du coup, on parlait, comme on parle de transformation digitale, donc c'est quelque chose qui démarre et qui n'a pas de fin, et notre manager doit aussi changer. Du coup, doit-on d'abord commencer par changer le manager, sa posture, sa façon de faire, et après démarrer notre transformation? Ou devons-nous attendre que la transformation soit terminée? D'après ce que j'ai compris, d'après nos intervenants, c'est mort, parce qu'on ne va jamais changer le manager, parce que ça ne se finit jamais une transfo. Donc là est la question, c'est finalement, on attend qui dans l'histoire? On commence par quoi? Transformer le manager avant la transformation digitale ou pas? Et inversement. Donc pour ça, on a pensé à faire un petit sondage, avoir votre petit avis. Donc je vous invite à prendre votre téléphone et, voilà, et de répondre tout simplement à ce petit sondage qu'on vous a préparé. Et de voir un petit peu dans l'assemblée. Alors soit vous pouvez taper, autrement vous pouvez aller à l'aide de votre téléphone scanner un petit peu ce petit QR code. Je vous invite à faire. Alors je vous rassure, il n'y a rien à gagner. Si, il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe. Non, c'est pas de l'herbe. Non. J'ai pas dit... L'herbe, elle est là-bas sur la pelouse. C'est bon, là, si vous connectez, c'est un petit pas. Bon, tout le monde a réussi à cliquer. Non, c'est pas du klaxon. C'est pas du klaxon. Eh non, c'est du caout. C'est bon, tout le monde a réussi à se connecter, ouais. Petite question donc qu'on se pose, c'est Power 365 question pour un champion. Et d'après vous, on va faire un petit sondage en termes de posture du manager. La question c'est, est-ce que les managers feront le succès d'une transformation digitale, ou alors est-ce que la transformation digitale modifiera la posture du manager? Ou les deux, mon capitaine. D'après vous. Voilà, l'idée c'est de ressortir une tendance. C'est bon, tout le monde a trouvé sa réponse. On demande de tambour. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Oh. Bah oui. Principalement. Par contre, il y a deux personnes qui pensent que c'est les managers qui feront le succès ou que la transformation digitale modifiera la posture. Ok. Ça dépend du manager que tu as. Oui, c'est vrai. On a oublié ce contexte, qu'on appelle ça déjà le PFH, c'est ça? Le putain de facteur humain? Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Bien. En tout cas, merci de Merci votre participation. Merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu.